peut-on continuer à boire de l'eau du robinet? C'est aujourd'hui que doivent être présentées à l'Assemblée les conclusions d'une mission d'information sur l'état de nos cours d'eau, notamment sur leur teneur en polluants. Bonjour Yves Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur honoraire en santé publique et santé environnementale à l'Université Paris-Saclay. Peut-être ce que l'on peut dire en préambule, c'est que l'eau est l'aliment le plus contrôlé en France et que globalement, la qualité est plutôt satisfaisante. Elle est même très satisfaisante. Les résultats publiés par le ministère de la Santé montrent qu'à 85-90%, la conformité est respectée partout. Donc on est aujourd'hui en France et en Europe de l'Ouest dans des pays où on peut boire l'eau du robinet sans inquiétude. Ceci dit, il y a quand même des problèmes ponctuels et des problèmes qui augmentent parce qu'on a fait des progrès en matière d'analyse et qu'on découvre de plus en plus de polluants. On y vient justement, donc les situations sont très différentes en fonction d'où on se trouve sur le territoire. La une de Libération, vendredi dernier, rappelait que 60 000 personnes sont privées d'eau potable dans le Grand Est à cause des polluants éternels, dits les PFAS. Vous nous rappelez en 2 mots ce que sont les PFAS? Alors, ce sont des molécules qui ont été élaborées par la chimie pour être indestructibles et pour des propriétés particulières qui leur permettent, par exemple, de rendre des vêtements imperméables. Donc, elles ont des propriétés d'imperméabilisant qu'on va trouver sur tous nos vêtements, mais aussi sur des tas d'objets, notamment des emballages alimentaires. On fabrique aussi des polymères solides qui sont par exemple le téflon, qui servent dans toutes les pièces mobiles de tous les avions, les voitures, partout dans l'industrie. Et il y a comme ça toute une série d'applications, sauf que ces molécules sont indestructibles et qu'il faut les chauffer à 1300 degrés pour les éliminer. Moralité, il y en a sur toute la planète. Et aujourd'hui, alors, vous nous le disiez, il y a eu des progrès scientifiques, on sait mieux repérer ces PFAS. Le problème, c'est qu'on ne les contrôle pas tous et pas partout. Est-ce que ça veut dire que cette pollution, elle est sans doute beaucoup plus étendue que ce que l'on pense? Là, on parle de ces communes du Grand Est dans lesquelles l'eau n'est plus potable depuis mi-juillet, mais est-ce que le territoire, est-ce que c'est plus étendu que cela? Alors, il y a 2 choses. Il y a des contaminations ponctuelles qu'on connaît maintenant parce qu'on a fait des progrès et qu'on a fait des mesures dans les eaux partout en France depuis quelques années. Donc, il y a des endroits ponctuels à proximité des aéroports, par exemple, à proximité des usines. Et puis, il y a un bruit de fond qui est lié justement à cette pollution de l'environnement global. Et donc, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la contamination de notre environnement. On sait ce qu'on trouve dans l'eau avec pas mal de mesures qui ont été faites. Mais par contre, dans les aliments, dans la pollution de l'air, on n'a aucune information. Or, ce qui va induire une maladie chez les consommateurs que nous sommes, c'est cette exposition que nous avons à travers l'air, l'eau, les aliments, les objets du quotidien. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Oui, mais alors concrètement, je bois de l'eau du robinet qui est contaminée par des PFAS. Quelles conséquences pour mon organisme? Est-ce que je suis en danger? Alors d'abord, vous ne buvez pas de l'eau qui contient des PFAS, parce que celle qui contient des PFAS, justement, vous l'avez dit, on a coupé l'eau. Donc, mais oui, on dit que peut-être parfois, ça passe entre les mailles du filet et qu'on en boit quand même. Alors, évidemment, avant qu'on les découvre, malheureusement, les habitants buvaient cette eau-là. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a ce qu'on boit à travers l'eau, il y a aussi ce qu'on va manger, et là, on n'a aucune information. Et donc, notre corps accumule une partie de ces molécules, et derrière, il y a des effets biologiques qui sont maintenant connus, et qui sont des effets qui induisent des cancers, qui induisent des troubles du diabète, des troubles aussi de l'immunité. Donc, on a vu des baisses d'efficacité des vaccins contre la Covid, par exemple. Et donc, c'est ce que vous nous dites, il y a potentiellement un effet cocktail avec les polluants présents dans l'atmosphère ou dans ce que l'on mange, et ça, on ne le mesure pas encore en tout cas. Cette crise sanitaire des PFAS, elle est connue, je crois, depuis les années 90 aux États-Unis. Comment se fait-il qu'on ait attendu aussi longtemps pour s'emparer de ce sujet en Europe et donc en France? Non, elle a été connue des scientifiques et publiée depuis plus de 20 ans. Mes collègues allemands avaient commencé à découvrir ça dans des rivières en Allemagne. Ensuite, on a commencé à faire des mesures, mais à chaque fois, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, on parle des PFAS, mais il y a eu les perturbateurs endocriniens, les résidus de médicaments, les métabolites de pesticides, et c'est cette globalité de ce qu'on appelle l'exposome qu'il faut mesurer. Et entre le moment où les scientifiques le découvrent, le publient, l'annoncent, et le moment où les politiques commencent à s'en emparer, il s'écoule toujours entre 15 et 20 ans. Et ça, c'est terrible. Il faut que ça s'accélère. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la COP 21. La pression de la pollution chimique sur la planète, elle est comme la pression du changement climatique. C'est mondial, ça n'a pas de frontières. Et on devrait avoir un organisme international
comme le GIEC qui s'occupe de la pollution chimique. Uniquement de ça. Alors, pour améliorer les choses, il faudrait des opérations de dépollution à très grande échelle, financées alors soit par l'État, les opérateurs, les entreprises qui polluent et qui paieraient. On ne va pas forcément se lancer dans ces solutions à grande échelle. Nous, et les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut arrêter de boire l'eau du robinet? Non, surtout pas. Bon. Est-ce que vous en buvez, vous? Ah oui, bien sûr, je suis dans le métier depuis très longtemps. Allez-y, vous avez un verre, faites-le. Je consomme voilà. Alors, je ne sais pas si c'est de l'eau du robinet, mais il n'y a pas d'inquiétude. Non. Et il faut surtout se méfier de tous ces bricolages qui sont vendus de partout, qui font croire à tout le monde solution magique à mettre du charbon dans les verres. Oui, mais tout ça n'a pas d'efficacité avérée, surtout sur des molécules comme ça, où le traitement doit être pratiqué en usine avec des charbons spéciaux. Et donc, aujourd'hui, à partir du moment où on découvre une pollution, les habitants sont prévenus, on distribue de l'eau en bouteille, le temps que la commune puisse trouver les moyens pour mettre en place le traitement adapté. Donc, continuer à boire l'eau du robinet, oui, ça, il n'y a aucune inquiétude. Et après, quels moyens on va devoir mettre en œuvre? Là, ce sont des traitements qui sont faits par les communes, et malheureusement, c'est souvent des petites communes, oui. Et donc il faut qu'il y ait une péréquation entre les grandes villes et les petites communes pour aider les petites communes à s'en sortir. Merci beaucoup Yves Lévy. Merci à vous. Et je rappelle que si vous voulez être informé sur la qualité de votre eau du robinet, il y a le site du ministère de la Santé et également une carte interactive qui a été mise en place par des ONG, ça s'appelle dormono.fr, vous retrouverez ces informations. Merci beaucoup.